Bonjour à tous et bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour vous informer sur toute l'actualité politique. Les consignes de vote sont en cours dans cet entre-deux-tours. Nous allons en parler avec vous, Philippe Vigier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Vous nous direz quel sera votre vote à vous, à titre personnel et au second tour, ainsi que pour l'UDI. Vous nous direz également si vous approuvez la position prise par votre allié, les Républicains, hier au bureau politique. Un appel à faire barrage au Front national et non à voter Emmanuel Macron. Avant cela, il y aura bien sûr, comme chaque jour, la revue de presse, celle d'Ahmed Tazir. Bonjour Ahmed. Bonjour Brigitte. Que retenez-vous dans les quotidiens, Ahmed? Rien n'est plié pour le second tour de la présidentielle. C'est en tout cas l'avis de la presse ce matin. Et puis à 9 h, ce sera l'invité de la matinale, Nicolas Bay, secrétaire général du Front National. Marine Le Pen est à Rungis ce matin. Quelle tonalité veut-elle donner à cette nouvelle campagne? Pourquoi se met-elle en retrait de la présidence du parti? N'est-ce pas de l'affichage? Qui va la remplacer? Espère-t-elle une alliance avec Nicolas Dupont-Aignan? Nous allons poser à Nicolas Bay toutes ces questions. Et si vous aussi vous souhaitez l'interroger ou tout simplement intervenir dans cette émission, faites-le sur Twitter avec le hashtag Polmat. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mardi 25 avril. Hommage national ce matin à Xavier Jugelé, le policier tué jeudi soir sur les Champs-Élysées. La cérémonie aura lieu à 11 h à la préfecture de police de Paris en présence du chef de l'État et des deux qualifiés pour le second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Cet attentat revendiqué par l'État islamique avait bouleversé la fin de campagne. Hommage à suivre en direct sur les chaînes parlementaires à partir de 10h45. La droite se divise sur la consigne de vote de l'entre-deux-tours. Hier soir, le bureau politique a appelé à faire barrage au Front national en votant contre Marine Le Pen. Certains auraient préféré un appel direct à voter pour Emmanuel Macron. Dans le Figaro, Laurent Wauquiez envisage la possibilité de voter blanc. François Hollande vote Emmanuel Macron. Face à ce qu'il appelle le risque Front national, le président choisit son ancien ministre de l'économie. La mobilisation s'impose, mais également la clarté des choix, a précisé le chef de l'État dans une allocution solennelle d'à peine 5 minutes prononcée en direct de l'Élysée. Regardez. Je voterai Emmanuel Macron. Je salue d'ailleurs toutes les personnalités et les formations politiques qui, au-delà même des réserves qu'elles peuvent avoir à l'égard de son projet, ont appelé à en faire de même. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est celui qui défend les valeurs qui permettent le rassemblement des Français dans cette période si particulière, si grave, que connaît le monde, l'Europe et la France. Et il est 8h33, place à la revue de presse et à la une des quotidiens présidentiels. Tout reste à faire. Et rien n'est plié, nous dit la presse ce matin, Ahmed. Oui, sur le papier, c'est plié, sur le papier. Seulement, les sondages qui ont anticipé le premier tour donnent Emmanuel Macron vainqueur au second avec 60% des voix. Chiffre rassurant et dangereux, estime la presse aujourd'hui. Regardez les unes de la presse quotidienne nationale. Non, tout n'est pas encore joué, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Malgré les sondages qui donnent Macron largement vainqueur devant Le Pen, il reste encore 2 semaines de campagne avant le second tour. Tout peut arriver, tandis qu'à droite et à gauche, on prépare déjà les législatives. Ne rien lâcher, titre Libération. Macron, qui s'y voit déjà à une partie de la gauche qui refuse de choisir, le barrage anti-Le Pen s'annonce moins solide qu'en 2002. L'onde de choc, Macron frappe la droite et la gauche. Titre pour sa part Le Figaro. L'Élysée, ce n'est pas encore gagné, poursuit le Parisien. Le FN au second tour, c'est la réponse du peuple aux élites politiques recroquevillées sur leur nombril et leur carrière, écrit l'éditorialiste Jean-Marie Montaldi. Il faut se méfier de cette colère, elle est capable du pire. Les victoires ne sont jamais écrites d'avance. Penser le contraire, ce serait faire la même erreur qu'Hillary Clinton face à Trump, que tout le monde donnait perdant. Marine Le Pen se trouve piégée dans le rôle de challenger. Son ambition, rassembler un électorat aussi disparate que celui qui avait dit non à la Constitution européenne, poursuit Libération. Il ne s'agit pas seulement de la victoire de Macron, selon que Marine Le Pen atteint 30% ou 45%, selon qu'elle progresse peu ou se rapproche de la majorité, la France n'aura pas le même visage, écrit Laurent Geoffrin dans Libération. L'électeur qui a voté pour un autre candidat qu'Emmanuel Macron doit considérer cette vérité rugueuse. Il ne s'agit pas pour lui d'élire le président de ses rêves, mais d'éviter
un cauchemar. Faux départ, c'est l'édito de Cécile Cornudet dans Les Échos, pour qui Emmanuel Macron est bien placé pour gagner, pourtant rien. La campagne du second tour n'a pas commencé, du moins pour lui. Il ne l'a pas vu les questions que pourrait soulever son choix de fêter son premier tour dans une brasserie parisienne, fût-elle moins luxueuse que le Fouquet's de Sarkozy. Il n'a pas jugé bon d'embrayer lundi sur la nécessité de rassembler, car l'heure est grave, comme le font ses soutiens sur les chaînes de télévision. Rien ou presque, écrit l'éditorialiste. Attendre donc, sauf que l'attente tue toute possibilité de dramatiser. L'heure est grave et l'on attendrait, interroge l'éditorialiste. Emmanuel Macron peut-il perdre, Philippe Vigier ? Non, je pense pas, mais enfin, une campagne électorale, eh bien, elle se termine le soir du deuxième tour. Ça veut dire que lui appartient de conduire sa campagne. Et c'est bien de rappeler que c'est le choix du président de la République. C'est-à-dire la détermination de ce qui va se passer ces 5 prochaines années. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'il se repose sur ses lauriers. Il y a une nouvelle campagne là, qui a démarré. Vous la jugez comment ces premiers pas d'Emmanuel Macron ? Ceux qui ont soutenu François Fillon, on ne sommes plus dans cette campagne. Mais je n'ai pas de conseil à lui donner. Il y a suffisamment de gens autour de lui qui sont là pour le conseiller. En tout cas, le débat démocratique doit se faire. Et les Français choisiront entre les 2 projets qui leur sont proposés. Pour nous, le choix est fait. On va en parler dans quelques instants. On poursuit cette revue de presse avec la presse régionale. Ahmed, direction le Nord-Pas-de-Calais, où le vote FN atteint là des sommets. Oui, c'est la une de la Voix du Nord, regardez. Nord et Pas-de-Calais, terre de protestation. À Mazingarbe, 8000 habitants, situé au cœur du bassin minier. Le FN atteint 52% dans une circonscription où le taux frontiste est le plus élevé de la région. Un résultat qui, sur place, réjouit beaucoup et met aussi un peu en colère. Pas de surprise donc, et même une bonne soirée pour certains. Cela fait 34 ans que je vote FN, explique Gaston, 81 ans. Je suis pas raciste, mais j'en ai marre. Depuis que les mines ont fermé, tout a disparu. Enfant du pays, il a bossé 21 ans dans la fosse et 20 à l'usine de produits chimiques. On était plus de 2000 salariés, maintenant ils sont à peine 250. 3 jeunes prennent un café, chez eux tout le monde vote FN et leurs copains qui ne travaillent pas dealent un peu pour compléter les fins de mois. S'ils pensent que Marine Le Pen présidente ce serait la catastrophe, ils estiment que l'on donne trop d'argent aux migrants. Voilà, c'est aussi l'avis de Séverine et Marie-Pierre qui viennent de déposer leur enfant à l'école. Ils ont plein de trucs et moi j'ai 500 € par mois, gronde Marie-Pierre, 46 ans, qui a du mal à préciser les plein de trucs. La dernière fois, elle avait voté Hollande par tradition familiale, raconte-t-elle aux journalistes de La Voix du Nord. Et là, elle espère que Marine sera présidente. Elle, au moins, elle a du franc-parler, elle crache pas dans sa main, commente Séverine. Voilà, un glissement FN, PS FN que le maire Bernard Urbaniak, élu d'hiver gauche depuis 1989, trouve emblématique. C'était une terre socialiste, mais on touche là la paupérisation du doigt et les gens partent au FN. Dans certains quartiers de la ville, le chômage atteint 25%. C'est vrai, mais ici, il n'y a ni terroristes ni immigrés. Alors pourquoi les gens votent FN ? Tempête Elisabeth, 57 ans, qui habite dans une rangée de maisons bourgeoises et a voté Mélenchon. Le ras-le-bol ne justifie pas tout, dit-elle. On voit que Philippe Vigier, chez les ouvriers, chez les classes populaires, Emmanuel Macron est assez bas. C'est un électorat auquel il doit s'adresser, selon vous, pendant cette campagne d'entre-deux tours ? Bon, d'abord, sur le vote FN, moi je peux comprendre qu'il y a des gens qui votent FN. Il y a un état de désespérance totale dans la ruralité. Regardez précisément les résultats qu'on voit dans les territoires ruraux. Sentiment d'abandon, pourquoi ? Quand on voit ce qui s'est passé depuis 20 ans, on a mis des dizaines de milliards d'euros dans les villes. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la ruralité ? C'est un rapport de 1 à 15. Quand on met 15 € dans les villes, on met 1 € dans la ruralité. Donc les problèmes de mobilité, les problèmes par exemple de désertification médicale, les problèmes d'accès à l'emploi sont beaucoup plus saillants, beaucoup plus difficiles. Moi, je le vois dans mon département. Mais vous trouvez que le Front National apporte des réponses à ces problèmes-là ? Il n'apporte pas des réponses, mais les gens, ils émettent un vote protestataire. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a également drainé une grande partie de ce vote protestataire. Donc, il faut entendre ce message-là. En tout cas, moi, ce message... Ça a été une de vos erreurs à droite, à l'UDI ? Je l'avais expliqué pour les élections régionales, je l'ai expliqué là encore. Et d'ailleurs, nous avons fait des propositions, parce qu'il est temps d'apporter des solutions. Et les solutions, on ne les apporte pas. Et ce vote contestataire, ce vote de défiance, ce vote, il grandit au fil des scrutins. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans les très grandes villes, le Front National est limité à 10-12%. Ça a été une de vos erreurs à droite et au centre ? Et bien sûr, c'est une erreur à droite. Et pardonnez-moi, du quinquennat de François Hollande. Il ne faut quand même pas oublier, on ne va pas gommer avec une petite ardoise ce qui s'est passé ces 5 dernières années où ça a été un échec profond.
Et on termine, Ahmed, une fois n'est pas coutume, par des photos. Oui, il n'y a pas de dessin aujourd'hui, mais des photos. Quel cliché, quelle photo on va retenir de cette présidentielle 2017? On ne le sait pas pour l'instant, mais tout au long de la Ve République, président et Premier ministre ont tenu à imprimer leur style, comme nous l'apprend le Figaro dans un dossier spécial avec des photos surprenantes. Regardez, celle-là, Jacques Chaban-Delmas, dans son bureau, président de l'Assemblée nationale, faisant quelques exercices. La campagne présidentielle de 69 bat son plein. Pompidou a promis à Chaban qui sera son Premier ministre. Alors il commande un reportage à la Kennedy pour modeler son image. Valéry Giscard d'Estaing, cette photo, 1982. Lui, il a compris que la photo se démocratisait et a voulu s'en servir pour se rapprocher des Français. 1982, il est là dans une ferme de la France profonde. Autour de la table, tout le monde se jauge, les bras croisés. 1982 aussi, Mitterrand. Mais alors là, c'est François Mitterrand, fraîchement élu à l'Élysée, qui pose pour le buste qui servira de modèle pour le musée Grévin. Voilà, le style monarchique, déjà. 1982, cette photo, ça c'est Jacques Chirac. Photo prise en Corrèze, Jacques Chirac et Bernadette Chirac en vacances en Corrèze. Voilà une photo qui semble extraite d'un film de Renoir. Regardez les ombres derrière qui donnent une tension dramatique. Enfin, plus récente, 2003, cette photo, Nicolas Sarkozy, les mains qui se cherchent entre Nicolas et Cécilia Sarkozy, lui, rempli de bonheur, elle si rêveuse, triste même. Voilà la vie privée qui a pris ses droits. Elle le quittera un an plus tard. Cette photo de Raymond Depardon. Voilà. Et on s'arrête à Nicolas Sarkozy. Voilà, on voilà s'arrête pour avec ça. l'instant, dans le dossier. Vous nous donnerez dans le dossier plus tard. À voir dans le Figaro Magazine. Merci Ahmed pour cette revue de presse. On poursuit l'actualité avec, au lendemain d'un bureau politique agité chez les Républicains sur la position à adopter dans cet entre-deux-tours, les sarkozystes se réunissent ce matin autour d'un petit déjeuner. Hier, certains d'entre eux ont déjeuné avec l'ancien chef de l'État. Céline Martel, vous êtes devant chez Françoise, qui est un restaurant près de l'Assemblée nationale, où se trouvent justement en ce moment même les sarkozystes. Quel est l'enjeu de ce rendez-vous ? Eh bien Brigitte, c'est devenu un rituel pour les sarkozystes. Lorsqu'ils doivent parler d'une seule voix et peser dans les décisions du parti, ils se réunissent dans ce restaurant juste derrière moi, chez Françoise, vous l'avez dit, à 2 pas de l'Assemblée nationale. La dernière fois, c'était le 7 mars pour parler des difficultés de faire campagne pour François Fillon. Aujourd'hui, la page est tournée, les discussions porteront sur les législatives. Hier soir, les sarkozystes ont déjà remporté une première victoire puisque c'est l'un des leurs, Christian Jacob, qui est chargé de constituer une équipe qui mènera la bataille des législatives. On sait que les sarkozystes sont plutôt favorables à ce que François Baroin mène ce combat. Autre avantage pour eux, c'est Éric Woerth qui sera chargé du projet qui sera présenté pendant les législatives. On sait que l'ancien chef de l'État souhaite un programme moins radical que celui porté par François Fillon, plus tourné vers la droite populaire. Le chef de l'État l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, devrait d'ailleurs prendre la parole dans quelques jours. Merci Céline Martel pour ces précisions. Philippe Vigier, l'ancien président Nicolas Sarkozy est toujours aux commandes pour vous ? Non, mais écoutez, il ne peut pas désintéresser de la vie politique. On sait que c'est dans ses gènes. C'est pas lui qui tire un peu les ficelles quand même là pour les législatives. On sait que les Sarkozystes ont l'habitude de se réunir chez François. Ils sont restés fidèles à Nicolas Sarkozy. Il y a des liens d'affection entre eux. C'est tout à fait normal qu'ils se réunissent. Voilà. Ça montre aussi la fracture qu'il peut y avoir au sein des différents courants de la droite ? Écoutez, chez les Républicains, on sait très bien qu'il y a plusieurs courants, comme d'ailleurs au Parti Socialiste, ça ne vous a pas échappé. On parle de gauche irréconciliable. Là, quand même, les Républicains sont, même s'ils ont des divergences, ils sont plutôt unis. Alors justement, la droite a tenu hier en fin de journée un bureau politique pour arrêter la position officielle du second tour. Ce sera le ni abstention, ni vote Marine Le Pen pour faire barrage au Front National. Une position qui divise. Certaines voix, comme celle de Christian Estrosi, auraient préféré un appel plus direct à voter Emmanuel Macron. Au cours de cette réunion, François Fillon s'est mis en retrait. Stéphanie Despierres. François Fillon est venu faire ses adieux. Le perdant de la présidentielle est resté moins de 10 minutes, le temps de faire une brève déclaration devant le gouvernement du parti. Sans surprise, il ne conduira pas la bataille des législatives. Ce combat, il est désormais entre vos mains. Je n'ai plus la légitimité pour le livrer avec vous. Je vais redevenir un militant de cœur parmi les autres. Après son départ, retour à l'objet principal de la réunion, définir la ligne du parti pour le second tour de la présidentielle.
1h30 plus tard, après d'intenses débats, les Républicains adoptent un texte de compromis, un texte validé sans vote pour ne pas afficher les divisions. Face au Front National, l'abstention ne peut être un choix. Nous appelons à voter contre Marine Le Pen pour la faire battre au second tour de l'élection présidentielle et nous engagerons dès demain la campagne des législatives avec notre projet d'alternance, le seul capable de redresser la situation de la France. Ce sont les partisans d'un simple appel à faire barrage au Front National qui l'ont donc emporté. Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, François Baroin. D'autres auraient voulu que les Républicains appellent explicitement à voter pour Emmanuel Macron. Une position défendue par Gérard Larcher, Nathalie Kosciusko-Morizet, Thierry Solère ou encore Christian Estrosi, sortis furieux du bureau politique. Ne pas avoir, dans l'histoire de notre formation politique, le courage de dire alors qu'il y a une menace de victoire de Marine Le Pen aux élections présidentielles, que nous appelons très clairement à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour, est une faute politique, me semble-t-il, car il y a un véritable danger pour les valeurs républicaines et que c'est le seul moyen de mobiliser toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs historiques de notre pays. Hier soir, finalement, les Républicains ne se sont pas choisis de nouveaux présidents pour remplacer François Fillon. Un congrès est prévu à l'automne. En attendant, ils vont tenter de préserver leur unité, au moins en apparence, et dans l'espoir d'éviter une déroute aux législatives. Philippe Vigier, est-ce que vous approuvez cette prise de position des Républicains, faire barrage au Front National, voter contre Marine Le Pen, sans appeler à voter explicitement pour Emmanuel Macron? À l'UDI, nous avons été très clairs, des barrages naturellement à Marine Le Pen. Pas une seule voix qui doit se porter sur Marine Le Pen. Et moi, j'ai dit très clairement, avec d'autres responsables du UDI, Hervé Morin, Jean-Christophe Lagarde, que je voterai pour Emmanuel Macron. Ça ne veut pas dire blanc-seing Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'on ne veut pas que Mme Le Pen soit présidente de la République. Il y a au moins... Donc vous n'avez pas la même position que les Républicains. Écoutez, vous le regrettez? Mais non, mais écoutez, je les laisse choisir leur stratégie. Il y a eu des voix fortes qui se sont exprimées chez les Républicains. Mais absolument, nous allons mener campagne aux élections législatives ensemble, parce qu'on a passé des accords ensemble, parce qu'on portait le même projet derrière François Fillon pour ces élections présidentielles. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à Marine Le Pen, moi, il y a une divergence majeure, au moins une, parmi d'autres. C'est l'engagement européen. Nous sommes profondément européens. On ne dit pas que tout va bien en Europe. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais nous voulons une autre Europe qui fonctionne mieux, qui protège et qui pourra restaurer cette croissance dont cette France a tant besoin. C'est ce que veulent aussi les Républicains. Quand on entend Laurent Wauquiez ce matin dans le Figaro, il dit on peut voter blanc aussi quand on est de droite. C'est une option que nous retenons. Voilà. Simplement, on dit les choses très simplement, très clairement. C'est pas parce qu'on vote pour Emmanuel Macron qu'on soutiendra son projet. Il y a des différences majeures qui ont pointé pendant la campagne présidentielle qui sont toujours là aujourd'hui. Vous savez, à l'Assemblée nationale, ici même, pendant 5 ans, on a pratiqué une opposition constructive. On verra quel est le projet qu'Emmanuel Macron présente au Parlement. S'il y a des choses qu'on peut soutenir, on le fera. Des choses que l'on devra combattre. Ça veut dire que vous voyez déjà Emmanuel Macron l'emporter avec une majorité? Non, mais d'abord, il faut d'abord qu'il soit élu président de la République, c'est à lui à faire sa campagne, très bien. Et puis après, on verra. L'élection législative, vous savez, les Français, ils vont choisir. Parce qu'on voit bien que cette élection présidentielle, le premier tour, ça a été plutôt, ils ont souhaité éliminer François Fillon pour des raisons qu'on peut comprendre ou pas comprendre. Mais alors qu'on aurait dû gagner cette élection présidentielle. Parce que c'est lui seul qui incarnait ce vrai projet pour redonner cette alternance puissante et forte à ce pays, qui en a tant besoin. Moi, j'ai mal à ma France, j'ai mal à ce pays qui risque encore pendant 5 ans de suivre ces chemins qu'on a vus avec François Hollande. Voilà ce qui m'attriste profondément ce matin. Est-ce que vous vous liez pas les mains en appelant à voter pour Emmanuel Macron alors qu'il y aura un combat pour les législatives qui va commencer dans à peine 10 jours? Mais écoutez, je suis désolé, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2002? Moi, j'ai pas oublié, lorsqu'il y avait Jacques Chirac face à M. Le Pen. Il y a eu un front républicain qui s'est établi. Bon, ce mot-là, maintenant, on ne l'utilise plus, mais je suis désolé, je ne partage pas... Sauf qu'il y a peut-être une bataille pour les législatives qui est peut-être plus ouverte cette fois-ci qu'en 2002. Je ne partage pas les valeurs incarnées par le Front National. Je ne partage pas du tout son opposition à l'Europe. D'ailleurs, vous avez remarqué que sur l'Europe, elle doute. Elle ne sait même plus si elle veut vraiment sortir de l'Europe parce qu'elle voit bien le grand danger qu'il y aurait à sortir de l'Europe. Une fois de plus, elle est imparfaite, cette Europe. Je suis le premier à le dire. Et nous voulons vraiment qu'elle fonctionne mieux. Et nous avons posé des exigences. Mais
une fois de plus, ce projet pour les 5 prochaines années, ça doit être un projet ambitieux et fort. Celui d'Emmanuel Macron, pour le moment, ne me paraît pas en capacité de réponse justement à cette attente forte en France. On voit qu'Emmanuel Macron est quand même bien parti dans cette présidentielle. Est-ce que vous croyez que certains élus, LR ou UDI, pourraient être tentés de le rejoindre pour participer justement à une future majorité présidentielle? Chaque heure suffit sa peine. On va d'abord aller aux élections. Il n'y a pas de défection d'élus, de députés dans votre camp que vous entendez? L'UDI est solide sur ses positions. Nous avons encore une réunion de groupe tout à l'heure. Nous avons un bureau exécutif ce soir. Je pense qu'on a tenu sur la ligne qui a été la nôtre. On a soutenu François Fillon. C'était le candidat de la droite et du centre. Aucun départ n'est annoncé. On a mis des réserves sur certains éléments de son projet. Nous restons nous-mêmes. Nous ne sommes pas les Républicains. Nous sommes à côté des Républicains, incarnant aussi un projet centriste que nous revendiquons avec force. Mais vous revendiquez aussi cette alliance et cet accord législatif avec les Républicains. Bien sûr, cet accord législatif. Écoutez, mais il faut quand même être un peu honnête avec les électrices et les électeurs. On a travaillé avec les Républicains sur un projet. On a travaillé avec les Républicains sur des accords législatifs. Et puis demain, on changerait d'alliance comme cela. Non. Les alliances, elles doivent être maintenues pour qu'on puisse, devant les Français, aller présenter un projet. D'ailleurs, on a discuté avec François Baroin. On se reverra de manière à ce qu'il puisse y avoir une animation de cette campagne législative de la droite et du centre. Et on va s'y retrouver. Est-ce que vous croyez, vous, à la thèse de la cohabitation? Non, je ne crois pas. Mais on verra. Écoutez, ça dépend. Les Français, le message qu'ils voudront envoyer. Vous savez, le peuple de France, c'est lui qui décidera. Et c'est bien ainsi. Rappelez-vous au présidentiel, on nous a raconté quoi la semaine dernière? Qu'il y aurait 30 ou 35% d'abstention. Qu'est-ce qui s'est passé dans les urnes? Moins de 20% d'abstention. Donc les Français, ils vont regarder. 21,3. On verra ce qui se passera dans 10 jours. Mais ensuite, pour les initiatives, ils diront quel est aussi le meilleur projet qui est en capacité de faire en sorte que notre vie quotidienne aille mieux. Moi, je parle une seule chose, l'affaire du pouvoir d'achat, qui s'est effondré. Mais vous pouvez vous retrouver avec Emmanuel Macron sur certains points. Est-ce qu'il peut y avoir des accords, une coalition éventuellement avec la droite et l'UDI? Je reviens, par exemple, l'exemple du pouvoir d'achat. Pardonnez-moi, on a beaucoup commenté le score du Front National. Il y a des Français qui n'en peuvent plus, ceux qui vont travailler dur, qui gagnent 1 200 €, qui voient que la mutuelle coûte plus cher, qui voient que les heures supplémentaires ne sont plus défiscalisées, qui voient que la mobilité en milieu rural, c'est un vrai sujet. Ces gens-là, ils envoient des messages. Et je suis persuadé qu'aux élections législatives, ils enverront à nouveau un message. Vous êtes prêt éventuellement à gouverner avec Emmanuel Macron dans une coalition? Je vous ai répondu tout à l'heure. C'est très simple. On est dans une campagne législative qui va démarrer dans quelques jours avec les Républicains. S'il y a des textes sur lesquels on peut faire un chemin commun, on le fera. Ça ne sera pas nouveau. Je rappelle que le groupe UDI à l'Assemblée nationale a voté 10 textes, vous voyez, sur ce quinquennat. Nous ne sommes pas comme les socialistes sectaires qui avaient voté 1 ou 2 textes pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je n'ai jamais oublié. Ou comme les Républicains. Lorsqu'ils sont arrivés en 2012, c'est pas vrai, il y a des Républicains qui ont voté également des textes Peu de textes sur le terrorisme. Toutes les questions sur la sécurité, sur le terrorisme, on les a votés. D'ailleurs, pas comme les Front National qui, lui, ne les a pas votés, ici même. Merci. Étonnant, vous voyez. Merci Philippe Vigier d'avoir été avec nous ce matin, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale.